va pouvoir commencer cette conférence, donc le contrat d'assurance en copropriété, qui dure 1h30, qui sera animé par Émile Agege. On peut les applaudir d'ailleurs pour les mettre en forme pour cette conférence. Voilà, à vous, chers conférenciers. Merci à tous. On va essayer d'aborder un sujet qui se veut très intéressant et en demeurant très complexe, qui est celui des contrats d'assurance et surtout de leur gestion. Pourquoi ce sujet-là ? Car comme on va le constater, le contrat d'assurance, ça ne se limite pas à la multirisque immeuble. Et même plus que ça, aujourd'hui, même quand vous êtes assuré, malheureusement, vous pouvez être mal assuré ou pas avoir forcément la bonne assurance. Et même quand vous avez la bonne assurance, on peut s'apercevoir qu'en définitive, le contrat d'assurance ne fonctionne pas dans des cas spécifiques. Donc l'objet de cette conférence très très chargée, c'est de présenter un peu les différents contrats d'assurance, premièrement, et deuxièmement, un peu expliquer le microcosme lié au contrat d'assurance. Alors, pour cette conférence, en fin de compte, on a limité la conférence à 2 personnes, mais la ZAPED ne fonctionne pas. Donc, tout va bien, elle a du direct, mais on a, à défaut d'avoir la quantité, on a la qualité, puisqu'en définitive, on a Madame Mine, qui est une experte en droit assurantiel, et Monsieur Vogt, qui est courtier en assurance, qui est aujourd'hui notre référent en termes assurantiels, pour justement nous expliquer un petit peu tout ce qui se passe au milieu des assureurs et des assureurs et des assurances, sachant que dans le milieu des assureurs, moins on paye, mieux on se porte. Bon, donc, on va essayer déjà de commencer par le commencement. Et Monsieur Vogt, très rapidement, puisqu'on a le temps nous est précieux, pouvez-vous nous expliquer, en tant que courtier spécialisé dans le domaine de la copropriété, quels sont les différents contrats d'assurance qui sont aujourd'hui proposés sur le marché et sont-ils tous obligatoires ou du moins recommandés ou facultatifs ? C'est vaste la question là. Aujourd'hui, le marché de l'assurance se limite à quelques compagnies d'assurance qui très clairement font un pas de côté très régulièrement sur le marché de l'assurance. Les résultats techniques étant relativement mauvais sur un certain nombre de garanties, l'incendie, le dégât des eaux et depuis quelque temps les catastrophes naturelles. Est-ce qu'il y a un bon contrat d'assurance qui est sur le marché ? Je dirais que dans l'absolu, tous les contrats d'assurance sont bons. La rédaction est plutôt bonne. Ensuite, c'est plutôt les intercalaires qui sont liés au contrat d'assurance qui font aujourd'hui la différence sur le marché. Alors on parle de quel contrat d'assurance ? Parce que il y en a plusieurs des contrats d'assurance. Moi, je parle de la multirisque immeuble. D'accord. Déjà, pour commencer, est-ce qu'on peut déjà nous expliquer ? On nous parle de multirisque immeuble, de RC. Lorsqu'on a une RC, on a une multirisque immeuble. Quand on a une multirisque, on a une RC. Est-ce que chaque chose est différente ? Et la PJ, tout le monde en parle, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Voilà. Est-ce que déjà vous pouvez expliquer les termes ? Parce que les gens ne savent pas forcément, ils ont souscrit quoi et quelles sont les garanties et les limites de leurs garanties. Bon, alors je vais tenter de faire la différence entre chaque garantie. Je vais commencer par la multirisque immeuble. La multirisque immeuble garantit automatiquement les parties communes de la copropriété. Et juste au-dessus, il y a la responsabilité civile, mais la garantie de responsabilité civile avec la multirisque immeuble, on peut considérer que c'est indissociable. Ensuite, on a la garantie de protection juridique. Alors, on parle de quelle protection juridique ? Est-ce qu'on parle de la protection juridique recours ou est-ce qu'on parle de la protection juridique qui aurait tendance à aller chercher une indemnisation quelque part. C'est-à-dire qu'on a un problème de voisinage dans une copropriété où on laisse monter une haie de tuya à une hauteur folle, supérieure à 2 mètres en tout cas. On met en cause la responsabilité du propriétaire de ces tuyas-là. Donc ça, c'est une protection juridique qui a une tendance à attaquer. Maintenant, vous avez la protection juridique recours, qui était autrefois assimilée, enfin qui était autrefois avec la responsabilité civile et qu'on appelait la défense et recours. Aujourd'hui, ça s'appelle la protection juridique. Cette protection juridique-là, elle défend la copropriété en cas d'accident dont sa responsabilité serait établie. Maintenant, le propriétaire non occupant, ça concerne les lots qui sont en général mis en location.
Alors, juste pour que les choses soient claires, quelle différence entre la responsabilité civile et la protection juridique? Ah ben là, on est sur deux sujets différents. La responsabilité civile, c'est un dommage dont vous êtes le responsable. Et la protection juridique, et là, telle qu'elle est présentée ici, c'est la protection juridique qui va assumer la défense de la copropriété à la suite d'un dommage qui est lié à la responsabilité civile. En termes clairs, ça veut dire quoi? Vous avez quelqu'un qui se casse la figure dans la cage d'escalier. On va aller chercher la responsabilité civile de la copropriété. Et pour défendre la copropriété, on mobilisera la garantie de protection juridique. C'est bien des contrats distincts? Oui, je voulais juste compléter. L'assureur de responsabilité civile indemnise, l'assureur de protection juridique défend ou assure effectivement le recours. L'assureur de protection juridique n'est pas l'assureur qui va indemniser, c'est l'assureur qui va prendre en charge par contre l'ensemble des frais de procédure, ce qui représente généralement en plus un budget quand même assez important, d'où l'intérêt effectivement d'avoir un contrat de protection juridique. Je veux juste préciser qu'aujourd'hui, il y a une petite spécificité dans les contrats de protection juridique. Les contrats étant souscrits par les syndics, très souvent dans les contrats de protection juridique, il est indiqué dans les exclusions que sont exclus tous les litiges qui opposeraient le syndicat des copropriétaires contre son syndic. Ça veut dire que chaque fois que vous aurez un litige avec votre syndic de copropriété, vous ne pourrez pas utiliser votre contrat de protection juridique. Voilà, je voulais juste apporter précision. C'est mieux de le savoir. Alors, je dis en général, il y a quand même quelques assureurs qui ne le font pas. Donc, il faut trouver l'assureur qui ne le fait pas. Alors, justement, vous nous donnez justement la suite justement de cette conférence. Alors, lorsque on veut justement étudier ces contrats d'assurance, alors que faut-il faire, Madame Mine, lorsqu'on veut justement étudier son contrat d'assurance? Alors, pour avoir vraiment la connaissance de son contrat d'assurance, il faut disposer de l'ensemble des documents contractuels. Donc déjà, ce qu'on appelle les conditions générales, le recueil qui peut faire jusqu'à plus de 60 pages. Alors, je sais qu'on ne le lit pas intégralement, mais il faut quand même connaître le contenu des garanties. Et c'est dans ce document que vous avez effectivement garantie par garantie ce qui est garanti, ce qui n'est pas garanti, donc les exclusions de garantie. Il faut également avoir les conditions particulières. Alors, conditions particulières dans lesquelles vous pouvez retrouver ou pas le tableau de garantie selon les assureurs. Si vous n'avez pas le tableau de garantie, il faut absolument l'avoir parce qu'il y a plein d'éléments et on aura l'occasion de revoir quelques tableaux de garantie. Vous verrez qu'il y a des éléments qui sont importants. Donc, garantie par garantie, l'assureur doit indiquer le plafond de sa garantie et éventuellement les franchises associées à la garantie. Et il faut également avoir l'intercalaire de l'intermédiaire d'assurance. Comme le disait M. Vogt, on peut avoir effectivement dans ces intermédiaires des dispositions qui sont beaucoup plus favorables que celles qui sont énoncées dans les conditions générales. Donc s'il y a des intercalaires, c'est important de les avoir, parce que c'est la lecture de ces intercalaires qui va vous donner une vision, on va dire, précise du contenu de vos garanties. Et bien évidemment, il faut également connaître le relevé de sa sinistralité. Donc il faut obtenir le détail par année d'assurance du nombre de déclarations effectuées, des montants réglés par l'assureur, et également d'avoir une visibilité sur les recours que l'assureur a pu faire dans le cadre de ces dossiers sinistres. Parce que qui dit recours dit qu'effectivement le coût du sinistre va baisser, puisque d'un côté il a payé, de l'autre côté il a récupéré ou la totalité ou une partie de ce qui a été indemnisé. Ah, Monsieur Vogt, vous qui êtes justement courtier en assurance, on parle souvent d'intercalaire. Alors, qu'est-ce que c'est que l'intercalaire par rapport aux conditions particulières? C'est quoi l'intérêt d'avoir un intercalaire, en fait? Alors, l'intérêt de l'intercalaire, c'est qu'en fait, c'est la réécriture selon le cabinet de courtage du contrat. C'est-à-dire que c'est la vue du courtier qui a l'habitude de manipuler les contrats d'assurance. Son expérience fait qu'en fait, il propose aux compagnies d'assurance des extensions de garantie, des augmentations de plafond de garantie. Je vous donne un tout petit exemple. Par exemple, sur les frais de déblaiement, à la suite d'un incendie ou d'une explosion, c'est souvent un multiple de fois l'indice. On en parlera tout à l'heure de l'indice, c'est l'indice FFB. Mais c'est une limitation de garantie. Quand on voit 50 fois l'indice ou 100 fois l'indice ou 200 fois l'indice, c'est le plafond de garantie qui sera proposé pour les frais de déblaiement. Par ailleurs, l'intercalaire d'assurance, lui, peut intervenir sur la même couverture, les frais de déblaiement, mais en frais réels. Ce n'est pas la même chose, notamment dans les très gros dossiers sinistres.
On peut parler des frais de déblaiement, mais on peut parler aussi des frais de décontamination, où les compagnies d'assurance ont une tendance à limiter leur intervention, alors que le courtier, lui, va essayer de négocier avec l'assureur des frais réels. Donc, ce qui fait qu'en fait, on est moins exposé en termes de plafond de couverture. Donc en fait, chaque courtier a son intercalaire. Chaque courtier a son intercalaire. Et le conseil syndical peut demander en fait au courtier, présentez-moi votre intercalaire. Ah, tout à fait. Et les avantages que vous avez réussi ou que vous arrivez à obtenir par rapport aux conditions générales ou particulières. Oui. Ok, très bien. Alors, si je puis me permettre, oui. De toute manière, à chaque fois qu'on propose un projet au syndic, on est obligé de lui envoyer le devis, les conditions générales, et on lui envoie également l'intercalaire, puisque l'intercalaire fait partie intégrante du devis, puisqu'il y a une référence qui renvoie à notre intercalaire d'une façon systématique et automatique. Souvent, chez les syndics, les documents stratégiques se perdent. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant qu'on reprécise bien qu'on a ces documents complémentaires qui arrivent. Alors, justement, on va essayer de rentrer maintenant dans les notions un peu techniques du contrat d'assurance et qui ont toute leur importance parce que bien souvent, c'est des attrape-nigots, donc il faut bien comprendre un petit peu ce qu'il en est. Et d'ailleurs, Madame Mine, pouvez-vous un peu nous expliquer qu'est-ce que c'est que ces différents termes d'indexation, de taxe d'assurance, d'augmentation du jeu de l'indice, la franchise. Bon, reprenons un petit peu chacun de ces notions pour essayer de mieux comprendre comment se décompose ou se compose un contrat de syndic, contrat d'assurance, pardonnez-moi. Alors, la plupart des contrats multirisques immeubles, comme l'ensemble, on va dire aujourd'hui, des contrats qui sont sur le risque habitation, les contrats MRH, les contrats PNO, donc MRH, multirisque habitation, PNO pour les copropriétaires non occupants, sont des contrats indexés. Donc, cette indexation a pour but de faire évoluer les éléments chiffrés du contrat. Donc, selon l'évolution d'un indice qui correspond effectivement à la nature du risque assuré. L'indice est publié à la fin de chaque trimestre, donc c'est ce qu'on appelle l'indice FFB de la Fédération française du bâtiment. Donc ça veut dire que tous les ans, à la date anniversaire du contrat, le contrat va augmenter. Cette augmentation touche les éléments, on va dire, chiffrés du contrat d'assurance. Donc bien évidemment, la cotisation augmentera en fonction de l'indice. Le montant des capitaux, quand c'est des capitaux indiqués dans le contrat, par exemple n'importe quoi, un contrat avec une garantie contenue dans la copropriété à 30 000 €, ce capital augmentera également avec l'indice, et également les franchises qui subiront le coût également, enfin le jeu de l'indexation, sauf la franchise légale catastrophe naturelle qui, elle, n'est pas touchée par l'indexation. Si vous pouvez... Voilà, j'ai mis un tableau de rappel de l'indexation et de l'évolution de l'indexation. On constate que pendant des années, on a été sur 3 chiffres. Depuis la fin de l'année 2020, donc à l'issue, on va dire, de la période de pandémie, on est passé à 3 chiffres, à 100,5, et on constate que tous les trimestres, on a une belle augmentation de l'indice FFB, sauf la fin du dernier, enfin le dernier trimestre 2022 et le 3e et 4e trimestre 2023. Et là, on voit que c'est reparti effectivement à la hausse, avec le 1er et le 2e trimestre de l'année 2024. Alors, si on devait concrètement matérialiser cet indice, ça donnerait quoi, par exemple ? J'ai mis un exemple, un contrat multirisque immeuble qui serait souscrit, par exemple, au 1er mars 2023 avec une prime annuelle de 5 500 €. Donc, ça veut dire qu'en date du 1er mars 2024, qui correspond à la date anniversaire du contrat, l'assureur va réviser le tarif en fonction du nouvel indice. Il va se baser sur l'indice du premier trimestre 2023, donc faites-moi confiance, il est bien à 1160,80, c'était sur le tableau précédent, et également de l'indice du premier trimestre 2024, qui est à 1171,8, et le calcul s'effectue de la façon suivante. Donc on prend la prime annuelle, on multiplie effectivement par le nouvel indice, donc celui du premier trimestre 2024, divisé par l'indice du trimestre précédent, enfin du trimestre 2023, premier trimestre 2023. Donc on voit que l'augmentation fait passer la cotisation à 5 552,20, donc ce qui n'est pas énorme, mais voilà, il y a tous les ans, on a effectivement cette augmentation. Par rapport à la franchise, si le contrat prévoit une franchise, par exemple, qui peut être exprimée X fois l'indice, donc j'ai mis un exemple, on a souvent dans les tableaux de garantie des franchises qui sont appliquées sur des garanties où on a 1,5 fois l'indice, par exemple.
Donc là, lors de la souscription, ça veut dire que la franchise générale était de 1,5. Alors j'ai repris le même, 1160,80. Donc la franchise était à 1741,20 et au 1er mars 2024, on multiplie 1,5 par le nouvel indice. Donc on voit que la franchise passe à 1757,77. Alors pourquoi, pardon. Alors, Monsieur Volt, vous qui êtes courtier, concrètement, la punition en janvier 2025, ça sera quoi l'augmentation qui, selon vous, sera affichée sur les contrats multirisques? J'ai envie de vous dire, pour les nouveaux et pour les anciens. Bon, je ne suis pas Madame Irma, je ne sais pas. Je sais juste que la taxe concernant les catastrophes naturelles va augmenter de 12%. Je pense que l'indice devrait... 12%, ça veut dire qu'il y aura 12% déjà de facto d'augmentation de la prime d'assurance? Oui, c'est ça. Elle passe de 12 à 20%. Donc ça fait 8% d'augmentation. Déjà, cadeau. 8%. Oui. D'accord. Donc on va avoir une augmentation de 8% puisqu'elle passe de 12 à 20%. Ensuite, il va y avoir l'augmentation du jeu de l'indice. On peut raisonnablement penser qu'on sera aux alentours de 2%. Pas loin. Et puis, tout à l'heure, on parlait des majorations de conjoncture. Ça, c'est pour entretenir l'amitié entre les assurés et les assureurs. C'est-à-dire que comme les assureurs perdent beaucoup d'argent, ils appellent ça une majoration de conjoncture. Donc, pour résumer, on peut s'attendre à une augmentation de... Je n'ose pas additionner, donc je vous laisse parler. Combien? Oh non. 20, 25? Oui. Waouh. On nous annonce en tout petit, je parle de mon avis. Moi, je n'annonce pas ça, moi. Je prends le chiffre le moins dur qu'elle a dit, 20-25. Ouais. 20-25% d'augmentation de la prime de cotisation d'assurance en 2025. Voilà. Non, mais d'où l'intérêt de la mise en concurrence. Parce que 20-25, on prend comme la marge de la compagnie là-dedans. Oui. Où il n'y a que l'indice. Quand même, on a la marge. Bon. Non, mais c'est intéressant de savoir que on va parler de la mise en concurrence des contrats de syndic, j'arrive mes syndics, moi, mes contrats d'assurance. Mais en tout cas, de prime abord, on est 20-25. Ouais. Bon. C'est votre dernier mot, Jean-Pierre? Ça n'engage que moi. C'est pour ça que je n'ai pas voulu annoncer l'augmentation. C'est du coup à rentrer avec juste une précision par rapport aux augmentations. Alors effectivement, il y a les événements catastrophes naturelles qui sont une vraie problématique aujourd'hui dans les compagnies d'assurance, puisque on est sur on va dire un résultat qui est très dégradé sur les catastrophes naturelles, malgré que les assureurs soient réassurés. Derrière, on a la Caisse centrale de réassurance qui elle-même n'a pas des fonds, enfin des sommes sans fin. Donc à un moment, on est arrivé à, on va dire, un peu à saturation. Et il y a également de la part de certains assureurs que je ne nommerai pas, la volonté de se séparer des risques de copropriété. Donc pour séparer des risques de copropriété, notamment des grosses copropriétés, l'idée c'est de ne pas... Enfin, ils ne veulent pas afficher qu'ils ne veulent plus les assurer, mais ils vont faire des tarifs particulièrement exorbitants pour les faire sortir de leur portefeuille. Voilà. Ok, bon, ça ne fait pas plaisir, mais on entend. Donc on a compris, on reviendra encore une fois sur la mise en concurrence des contrats d'assurance, comment justement, quel est le rôle d'un courtier par rapport à un agent. Mais ceci étant dit, poursuivons sur la composite du contrat de syndic et comment dire, et cette fois-ci, abordons la question de la franchise. Alors bien souvent, on nous parle des franchises dans le contrat d'assurance. Bien souvent, ça peut être aussi une variable d'ajustement pour réduire les cotisations d'assurance en augmentant la franchise. Alors, c'est quoi la franchise? Comment on sait si elle est bien ajustée? Qu'est-ce qu'un conseil syndical qui contrôle un contrat d'assurance doit regarder en matière de franchise? Madame Mine? Alors, même chose, les franchises se trouvent dans les tableaux de garantie. Donc encore faut-il mettre la main sur le tableau de garantie de son contrat de copropriété. On voit effectivement que le contrat MRI peut prévoir différents types de franchises. On peut avoir une franchise dite générale, qui va s'appliquer sur toutes les garanties. C'est quoi une franchise? Une franchise, c'est la somme qui va rester à la charge du syndicat des copropriétaires quand l'assureur intervient au titre de son contrat. Par exemple, il y a un dégât des eaux dans l'immeuble en copropriété, une canalisation, le grand classique, la canalisation d'évacuation des eaux usées qui vient à claquer, des dommages dans les parties communes. Donc ça veut dire que le syndicat s'occasionne des dommages à lui-même. Donc la seule indemnisation à laquelle le syndicat peut prétendre, c'est l'indemnisation au titre de son contrat. Et à ce moment-là, l'assureur appliquera la franchise sur le règlement qu'il effectuera au titre du contrat,
Bien évidemment, à condition qu'il y ait une franchise qui existe sur la garantie dégâts des eaux. Mais à partir du moment où elle existe, il l'appliquera. Donc si la franchise est générale, ça veut dire que toutes les garanties sont concernées. On peut également avoir des franchises spécifiques par garantie. Donc on peut avoir des franchises plus ou moins élevées. Alors généralement, l'assureur va prendre le risque qui a été ou la garantie qui a été la plus consommée sur les années précédentes et va revoir effectivement peut-être le montant de la franchise à la hausse pour éviter, comme le disait M. Hadjedj, une augmentation de la cotisation. C'est une façon aussi d'éviter une augmentation de cotisation, c'est d'avoir une augmentation de sa franchise. Les franchises mentionnées donc dans le tableau de garantie peuvent être exprimées en euros. Alors ça, c'est bien, parce qu'au moins, ça a le mérite d'être clair, net et précis. On voit, par exemple, dégâts des eaux, franchise 3 000 euros. Voilà, ça, au moins, c'est clair à la lecture du tableau de garantie. On peut en avoir d'autres qui vont être exprimés en pourcentage. Alors, c'est un pourcentage du montant des dommages matériels. Donc, comme on ne connaît pas le montant de ces dommages matériels, le jour où on aura un sinistre, on va dire que la franchise, ça sera la surprise à la sortie. Donc, on ne sait pas toujours. Hein. Et généralement, en plus, on nous dit il y aura un minimum de X fois l'indice ou X euros. Hein, ça peut être exprimé en euros. Voilà, et un maximum de X fois l'indice ou X fois en euros. Ça, moi, je ne préconise pas du tout ce genre de franchise, mais bon, il y en a beaucoup, des comme ça. Et également des franchises qui vont être exprimées X fois l'indice, sans minimum, maximum ou sans pourcentage par rapport à un montant de dommages matériels. C'est beaucoup plus simple quand c'est X fois l'indice, parce qu'on n'a qu'à multiplier par le montant de l'indice et on retrouve effectivement, en tout cas, on a une idée du montant de la franchise. Alors, une question qui nous est souvent posée, on nous indique qu'à partir du moment où le dégât le coût du dégât est inférieur à la franchise, il ne faut pas déclarer le sinistre. Est-ce que c'est une analyse que vous partagez ou non? Bien sûr, bah oui. Oui, parce que de toute façon, comme le montant des dommages est inférieur à la franchise, c'est même pas la peine de déclarer le sinistre dans la mesure où la franchise est supérieure au montant du préjudice. Si vous avez une franchise, par exemple, je prenais l'exemple d'une franchise à 3 000 euros, vous faites réaliser un devis, vous voyez que le montant des dommages est de 1 500 euros, déclarez pas. Hein. Quand on a un contrat avec une franchise, ça veut dire qu'on a décidé de rester son propre assureur à due concurrence de la franchise. Donc tout ce qui sera inférieur à la franchise restera à la charge du syndicat et devrait être financé par le syndicat des copropriétaires. Parce qu'autrement dit, si on déclare le sinistre à la compagnie d'assurance, lui, il le prendra comme un sinistre, quand bien même il ne rembourse pas. Ah oui, ça rentre dans le calcul des statistiques, effectivement. Chaque déclaration de sinistre est comptabilisée chez l'assureur, il en tient compte. Alors, après, chaque agent d'assurance ou courtier d'assurance gère le dossier comme il l'entend. Nous, on enregistre d'une façon systématique toutes les déclarations de sinistre, mais on n'est pas obligé de répercuter des déclarations de sinistre chez l'assureur. Ça nous donne au bureau une vue d'ensemble de ce qui se passe dans la copropriété. Ça nous permet d'être alertés, d'avoir des alertes sur la qualité du risque. Parce que parfois, je pense que c'est souvent intéressant d'intervenir en amont de la compagnie si on doit remettre en place d'autres solutions qui étaient prévues au contrat. C'est-à-dire qu'en fait, on vient couper un peu l'herbe sous le pied de la compagnie qui, elle, pourrait avoir des mesures de rétorsion plus violentes par rapport à ce que je mettrais moi en place. Donc, les déclarations de sinistre, nous les conservons au bureau et ensuite, on les analyse avec les clients. On voit avec eux comment on peut mettre en place des solutions sur la gestion des dossiers et puis surtout essayer de mettre un frein, voire un terme aux déclarations. Donc un brise-glace, un vandalisme, une série vandalisée, on ne déclare pas forcément si en définitif il y a un montant de franchise qui est... S'il y a une franchise et que le montant du sinistre est inférieur à la franchise, il n'y a aucun intérêt. Non, c'est un élément important parce que comme on connaît aujourd'hui des syndics qui sont courtiers en assurance et qui, au contraire, veulent aggraver la sinistralité artificiellement, ils peuvent avoir tendance justement à déclarer des sinistres qui ne seront en définitive pas pris en charge et donc pour qu'ils deviennent captifs. Donc le conseil syndical a aussi un rôle de dire attention, vous connaissez le montant de la franchise pour tel ou tel sinistre, donc pas la peine forcément de déclarer. Est-ce qu'on est d'accord sur cette analyse ? Oui, alors mais juste pour compléter, lorsqu'on déclare un sinistre, ou des sinistres sur une année d'assurance, il n'y a pas comme en auto. En auto, c'est réglementé, on a un régime bonus-malus.
Donc si effectivement on est responsable, on a un malus. Sur le risque immeuble et habitation d'une façon générale, il n'y a pas de réglementation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que selon la politique de la société d'assurance, certains assureurs seront plus sévères que d'autres. C'est-à-dire que même si vous déclarez des sinistres dans lesquels, par exemple, le syndicat des copropriétaires n'est pas responsable, vous avez subi un dommage, mais votre assureur a indemnisé, soit à travers une convention, soit au titre du contrat, enfin bon, peu importe. Non, pas au titre du contrat, c'est un tiers responsable. Donc, a indemnisé, même s'il a fait un recours. Pour certains assureurs, en fin d'année, quand ils regardent effectivement la sinistralité, ils vont estimer que le contrat a été trop impacté et ils vont soit augmenter la cotisation, soit résilier le contrat. D'autres assureurs sont un peu plus bienveillants. Ils vont regarder plutôt les sinistres, effectivement, qui leur ont, entre guillemets, coûté de l'argent, c'est-à-dire ceux qu'ils ont réglés et pour lesquels ils n'ont pas pu faire de recours, et uniquement ceux-là, et tous les autres dossiers dans lesquels ils ont pu faire des recours, ou voire des dossiers dans lesquels, au final, ça a été classé sans suite, ils n'en tiendront pas compte. Ça veut dire que, selon la politique de l'entreprise, votre contrat peut être plus ou moins fortement impacté, et soit vous pouvez subir une augmentation de cotisation en vous disant « mais c'est pas normal, on n'a eu que 2 ou 3 sinistres et on n'était pas responsable », et chez d'autres assureurs, ce ne sera pas le cas. Voilà, donc c'est aussi, on va dire que chaque assureur fait un peu, enfin il fait ce qu'il veut, oui. Alors on reviendra à travers les questions du public sur ces notions-là. Pour aborder à présent une nouvelle, un nouvel élément, sur les d'échéance. Ouais, voilà. Alors, lors de la survenance d'un sinistre, bien évidemment, ce sont les capitaux et les franchises pour l'année d'assurance qui doivent s'appliquer. Donc, c'est ce qu'on appelle l'indice d'échéance. Donc, à partir du moment où vous avez reçu votre avis de cotisation, vous avez le montant d'indexation qui a été fixé sur le montant des cotisations et qui s'applique également, comme je l'ai dit, sur les capitaux et les franchises. Par exemple, j'ai mis un exemple, hein, si sur la période d'assurance du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, la franchise sur une garantie dégâts des eaux du contrat est de 3 250, ça veut dire qu'en cas de survenance d'un sinistre dégâts des eaux réglé au titre du contrat sur l'année 2024, la franchise appliquée sera bien évidemment de 3 250 €. Or, on constate lors de la survenance de sinistres, et j'ai vu quelques dossiers de cette nature les derniers mois, où on a des assureurs à partir du moment où, entre-temps, il y a une augmentation de l'indice FFB qui vont recalculer la franchise et au lieu d'appliquer la franchise de l'échéance, vont appliquer la franchise au jour du sinistre parce qu'entre-temps, il y a une augmentation de l'indice FFB. Donc ça, il faut le contester, hein. Il faut toujours vérifier quel est le montant de la franchise qui est appliquée. Donc j'ai indiqué lors du règlement, voilà, il fait de fait l'application de l'indice FFB qui augmente, hein, sauf quelques exceptions pour certains trimestres. Mais comme on a une augmentation quasi systématique des indices, bah, si on a un sinistre qui survient en cours d'année et qu'il y a une augmentation entre-temps, et notamment sur le mois du règlement, bah, l'assureur va prendre l'indice du mois du règlement, va prendre le montant de la franchise et va l'augmenter de fait pour appliquer une franchise plus importante et donc moins bien régler le sinistre. Alors, Monsieur Vogt, concrètement, comment un cabinet de courtage ou une compagnie d'assurance fonctionne en matière de renouvellement de contrat? Vous envoyez un avis avec le nouveau montant, il y a un délai pour dénoncer. Comment vous fonctionnez? Sachant, je le précise, que votre contact, c'est le syndic et pas le conseil syndical. Donc il faut que le conseil syndical puisse savoir effectivement quand les courriers sont envoyés chez le syndic. Mais comment vous fonctionnez? Bon, nous, notre système de fonctionnement est de rencontrer les assureurs avec lesquels nous travaillons au mois de novembre. Au mois de novembre, pour voir avec eux quel va être l'impact des augmentations tarifaires au cours de l'année prochaine. Donc, on ne va pas tarder à les rencontrer. Chez nous, on raisonne de la façon suivante. On fait l'application du jeu de l'indice. On propose l'application du jeu de l'indice pour les dossiers dans lesquels nous n'avons pas eu de sinistre. Ensuite, concernant les dossiers... 25%. Je ne sais pas si ce sera 25%. Ce sera cher. Voilà. En tout cas. À 2 chiffres. Sans doute. Donc nous, on rencontre nos partenaires assureurs, on discute avec eux l'évolution du portefeuille pour l'année suivante en fonction des résultats techniques que nous avons et globalement et individuellement. Évidemment, on est obligé de discuter sur la totalité du portefeuille. Et les dossiers dans lesquels nous avons des fortes dégradations dues au sinistre, on est un petit peu obligé de faire le dos rond dans la mesure où il vaut peut-être mieux avoir une majoration de 25% que d'avoir une résiliation de contrat. Et quand le palmarès de la copropriété n'est pas terrible, je peux vous dire que c'est quelque chose pour replacer le risque. Parce qu'aujourd'hui, il y a des sujets, il y a beaucoup de sujets. Et
sans compter que les assureurs travaillent maintenant avec des cartes qui sont plutôt bien détaillées, à savoir si on est en zone inondable, si on est en quartier prioritaire, si on est sur des zones de gonflement, dégonflement des terrains argileux. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, tout ça, c'est détaillé et je suis plutôt inquiet pour l'avenir. Donc novembre, vous voyez que vous négociez avec les compagnies et donc les avis de cotisation, ils arrivent quand chez le syndic ? Les avis d'échéance pour janvier arrivent entre Noël et l'an. Entre le 25 et le 1er ? Entre le 25 et le 1er. Et donc là, quelle est la marge de manœuvre du conseil syndical par rapport à ça pour remettre en concurrence ? Là, je pense je dirais que par rapport à la réunion que nous avons aujourd'hui, je pense que vous allez repartir avec un certain nombre d'informations. Il faut savoir que pour résilier votre contrat d'assurance au 31 décembre, vous allez avoir jusqu'au 31 octobre pour pouvoir envoyer la lettre recommandée d'usage à votre assureur. Avec les informations que vous avez, je pense que vous pouvez demander vos statistiques sinistres dès maintenant, faire des cotations auprès de vos assureurs habituels et je pense qu'à partir du 1er janvier, vous allez avoir une fenêtre de tir qui va se situer entre 15 jours et 3 semaines pour pouvoir exécuter vos contrats. C'est-à-dire que comme vous allez avoir une augmentation qui risque d'être supérieure au jeu de l'indice, vous aurez une nouvelle possibilité de résilier vos contrats à cette époque-là. Bon, on reviendra sur ces sujets stratégiques. Vous voyez bien qu'en fait de compte, on est toujours pris par le temps. Mais parce que le contrat d'assurance n'est pas encore fini, il y a encore d'autres éléments à contrôler et à connaître. Et Madame Mine, on va justement parler de la LCI. Donc, ce n'est pas la Banque Crédit Lyonnais, c'est la limitation contractuelle d'indemnité. Alors, qu'est-ce que c'est que ça encore ? Alors, dans les contrats d'assurance, la plupart des contrats d'assurance, les assureurs prennent un engagement financier qui va représenter le maximum de leur intervention. Ce maximum, même si effectivement ça ne couvre pas la totalité du préjudice, ils n'iront pas au-delà. Donc cette LCI, donc engagement financier maximum. Non, la LCI, en plus, il faut le savoir, elle n'est pas soumise à indexation. Donc ça veut dire qu'elle est figée dans le temps. Donc il est bien de la connaître. La difficulté aujourd'hui, moi, quand je vois quelques contrats d'assurance, on voit très souvent que les assureurs disent le contrat prévoit une LCI. Après, il faut chercher pour connaître quel est le montant de cette LCI. Il y en a certains, on ne voit pas l'apparition de ce montant, donc ça, c'est un petit peu gênant. Donc, c'est bien de le connaître. Donc, à partir du moment où on voit que sur son tableau de garantie, il est indiqué que le contrat est soumis à la LCI, il faut absolument avoir communication du montant de cette LCI. Donc, cette clause, normalement, la LCI ne doit pas être imposée à l'assuré, au client. Ça doit faire normalement l'objet d'une analyse conjointe de faisabilité entre l'assureur et le souscripteur. Et elle devrait être fixée normalement par rapport à la surface développée de la copropriété. Donc en moyenne, on prend pour pouvoir fixer une LCI, c'est-à-dire le maximum de l'engagement financier de l'assureur, donc qui devrait représenter normalement le coût total de la reconstruction du bâtiment en cas de destruction totale. On prend le montant de la surface, enfin la surface développée, donc exprimée en mètres carrés, donc ce qui doit apparaître normalement dans vos conditions particulières, ce qui a été déclaré, et qu'on multiplie en moyenne par 1 500 € du mètre carré, quand on est, on va dire, sur une construction classique, et on peut aller jusqu'à 2 500 € du mètre carré quand on est sur une construction de standing avec des prestations particulièrement élevées. 2500 €. Oui, 2500 € du mètre carré. C'est pas forcément le prix de marché, ça. 1500 et 2500, si ouais. C'est la fourchette, okay. À peu près. Ouais. Voilà. Donc, pardon. Oui, c'est une moyenne. Non, c'est une moyenne que je donne. Après, il faut regarder région par région, mais en moyenne, c'est ça, entre 1500 et 2500. Non, c'est pas. Oui, non, mais c'est vrai ça. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on constate que dans les contrats multirisques immeubles, donc qui sont effectivement pour la plupart soumis à cette LCI, la LCI, quand on la trouve enfin dans le contrat, on est content, mais on constate qu'elle n'a pas du tout été négociée et que c'est un montant forfaitaire qui est fixé de fait par l'assureur. Donc on retrouve beaucoup des assureurs qui font des LCI à 19 900 000 € et d'autres qui font des LCI à 30 millions d'euros. Alors on se dit c'est bien, mais peut-être que c'est trop. Ou peut-être que c'est pas assez selon la copropriété. Donc quand c'est trop, c'est un problème parce que ça a une incidence tarifaire. Donc sur le tarif technique, donc effectivement l'assureur augmente son engagement maximum. Donc en faisant appel notamment à la réassurance, donc s'il augmente son engagement maximum, il va augmenter bien évidemment la prime technique d'assurance. Et il y a également une incidence fiscale
alors que vous ne voyez pas, mais que vous paierez. Et ce niveau de LCI donc, conditionne ce qu'on appelle le niveau de participation au GAREAT. Donc le GAREAT, c'est la gestion de l'assurance et de la réassurance des risques d'attentat, dont tout le monde bénéficie à partir du moment où tout le monde bénéficie de la garantie attentat à partir du moment où on a au moins une garantie de dommage dans son contrat d'assurance. Et cette contribution peut quand même aller jusqu'à 21%, qui est calculée sur la prime nette. Donc c'est pas rien. Donc moi je veux bien que les assureurs mettent des LCI à 30 millions d'euros, à 19 900 000 euros, mais quand c'est pas du tout en adéquation avec le risque, c'est complètement ridicule. Et ça vous fait des tarifs qui sont extrêmement élevés du fait effectivement de cette LCI qui flambe un peu sur certains contrats d'assurance. Alors, on parle de garantie optionnelle et extension de garantie. On parle de dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels. C'est quoi tout ça? Je sais pas quoi. Pardon, on parle de garantie optionnelle ou extension de garantie. Dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels. C'est quoi ça? Oui, pardon. Alors, les garanties optionnelles, c'est toutes les garanties qui ne sont pas de base dans le contrat d'assurance. Par exemple, vous avez un besoin particulier, notamment sur effondrement de bâtiments. On a également les bris de machines, on a les fuites sur les ruptures de cuves, etc. Bon, ça peut intéresser certaines copropriétés, d'autres, ça ne va pas les intéresser. Donc, c'est bien de vérifier si ce type de garanties, dès lors qu'elles ne sont pas dans le contrat de base, ont un intérêt pour la copropriété. Moi, j'ai vu récemment une copropriété qui avait effectivement la garantie rupture de cuve. Il n'y avait pas de cuve dans la copropriété. Mais on le paye, hein. Garantie optionnelle, ça veut dire, à partir du moment où ça ne fait pas partie des garanties de base dans le contrat, c'est encore une surprime sur le contrat d'assurance. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas les prendre, mais il faut aller vérifier si elles ont un intérêt. Concernant la garantie effondrement de bâtiments, je suis quand même très réservé sur cette garantie pour bien la connaître et pour constater qu'elle n'est jamais appliquée. Alors tant mieux, hein. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des bâtiments qui s'effondrent, mais vu la liste des exclusions de garantie qui existent dans les contrats, il y a peu de chances que cette garantie s'applique. Sachant que très souvent, dans les exclusions, l'assureur termine en mettant « nous ne garantissons pas à partir du moment où la vétusté sur l'immeuble est supérieure à 50%. » Donc il suffit de mettre 51% de vétusté pour ne pas intervenir. Alors si on prend par exemple justement un exemple sur un risque d'incendie avec le montant de garantie dans la limite de la LCI, ça nous donnerait quoi ça? Alors on est passé à autre chose. Donc, d'accord. Alors là j'ai mis un tableau de garantie effectivement où l'assureur indique qu'il garantit le bâtiment en valeur de reconstruction à neuf. C'est ce qu'on retrouve effectivement dans la plupart des contrats. Par contre, j'ai précisé en bas que j'ai eu beau chercher, le montant de la LCI reste introuvable sur l'ensemble des documents contractuels communiqués, alors qu'il indique bien en haut montant garanti dans la limite de la LCI. Donc ça veut dire qu'à quelque part, il y a bien une limitation contractuelle d'indemnité introuvable. Si vous voyez ce genre de choses dans votre contrat, je serais tenté de vous dire fuyez, ou alors demander des explications à l'assureur, mais il faut absolument que vous connaissiez le montant de la LCI. C'est pas le tout de dire c'est limite à une LCI, quel est le montant de cette LCI et pour combien je paye mon contrat d'assurance. Moi je dis je veux bien payer des LCI à 30 millions d'euros si effectivement c'est en rapport avec le coût de la reconstruction totale de mon bâtiment, bien sûr, enfin moi le syndicat des copropriétaires, mais si c'est pas 30 millions, moi je veux pas de 30 millions sur mon contrat. Alors si on poursuit dans votre présentation et si on essaie de rentrer plus dans le détail, comment on peut calculer justement les modalités d'indemnisation? Et peut-être pour cela, prenons un exemple que vous nous avez gentiment présenté. Alors comment on lit ce très beau tableau? Alors là, on a un tableau, alors c'est un extrait d'un tableau de garantie. Donc là, on a le tableau des montants maximum de garantie et des franchises sur l'événement incendie et événement assimilé. On constate qu'on a un assureur qui nous indique que pour les biens assurés, en l'occurrence le bâtiment, il met dans le montant de sa garantie, c'est tout en haut, hein, je ne sais pas, je l'avais surligné, mais je ne sais pas si ça apparaît bien, c'est indiqué sans limitation de somme. Oh, là, on dit, c'est chouette. Mais si on va regarder les conditions générales du contrat, c'est ce qu'il faut faire. Donc la lecture des conditions générales va vous permettre de connaître effectivement les modalités réelles de règlement de l'assureur. À la seule lecture du tableau, moi je vois bâtiment garanti sans limitation de somme, donc je me dis a priori déjà il n'y a pas de LCI, normalement. Si on me dit garantie, c'est libellé comment? Sans limitation de somme, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de LCI. À la lecture des conditions générales, quand je regarde effectivement comment l'assureur va indemniser, il dit déjà que le bâtiment est évalué en valeur de reconstruction à neuf, donc en cas de reconstruction ou de remise en état. Donc je rappelle que la valeur de reconstruction à neuf, c'est la valeur de reconstruction à l'identique au prix à neuf au jour du sinistre.
Donc si je souscris mon contrat aujourd'hui, ça veut dire que mon sinistre, s'il survient dans 10 ans ou dans 15 ans, j'ai de fortes chances d'avoir une indemnisation en valeur à neuf, c'est-à-dire les coûts au jour du sinistre, coût des matériaux et coût de la main-d'œuvre. Mais en regardant un petit peu plus loin, il est précisé, le bâtiment est évalué en valeur de reconstruction à neuf en cas de reconstruction ou de remise en état. Pour un usage identique, et il faut bien évidemment que les travaux soient achevés dans un délai de 2 ans à compter de la date du sinistre. Jusque-là, je me dis, OK, c'est les modalités de mon contrat. Autre précision dans les conditions générales. L'assureur dit, tant que les travaux de reconstruction ou de remise en état ne sont pas totalement achevés et conformes aux conditions exigées, donc aussi bien en usage identique et que les travaux soient terminés dans un délai de 2 ans, nous vous indemnisons, et c'est là que ça commence à se compliquer, nous vous indemnisons sur la base de la valeur économique du bâtiment ou de la partie du bâtiment sinistré, sans pouvoir excéder la valeur d'usage. Et on nous précise que le complément d'indemnité sera réglé sur présentation et dans la limite des factures acquittées, justifiant de l'achèvement des travaux de reconstruction ou de remise en état. Et là, je constate qu'en fin de compte, j'ai une clause de valeur à neuf, mais comme toutes les clauses de valeur à neuf, elle est limitée à 33%. Et on me dit, sans que l'indemnité totale réglée ne puisse excéder la valeur d'usage majorée de 33% de la valeur à neuf. Alors, vous pouvez... Alors, Madame Mine, Oui. tout ça pour nous dire qu'en réalité, quand on n'a rien compris, c'est qu'on commence à comprendre. Oui. Donc concrètement, Alors, le français moyen. alors qu'est-ce qu'il faut comprendre Qu'est-ce qu'il faut comprendre en fait Voilà. de toute cette Alors, histoire? qu'est-ce qu'il faut comprendre? Est-ce qu'il y a une limitation ou pas de limitation? Voilà. Donc, si vous pouvez me mettre le diaporama suivant. En fin de compte, la clause de valeur à neuf qui existe dans les contrats est une clause de valeur à neuf qui est limitée. Alors, selon les contrats multirisques immeubles, on a des assureurs qui font des clauses de valeur à neuf limitées à 33% et d'autres à 35%. Ça veut dire qu'en cas de survenance d'un sinistre, la démarche de l'assureur en tant que modalité de règlement, ça va être de faire un premier règlement montant de la reconstruction, déduction faite de la vétusté réelle que l'expert aura indiqué en fonction de l'état du bâtiment, etc. Ça, c'est le premier règlement. Et sur présentation des factures dans un délai de 2 ans, généralement, on a toujours le même principe, l'assureur vous reversera votre clause de valeur à neuf. Alors, j'ai pris volontairement un exemple où on a effectivement une valeur de reconstruction, déduction faite de la vétusté réelle du bâtiment, donc valeur de reconstruction, j'avais mis 500 000 euros. Comme la vétusté réelle est de 40%, l'assureur règle effectivement 500 000 euros moins 40% de vétusté, donc 200 000 euros. Premier règlement, 300 000 euros. Sur présentation des factures, l'assureur ne va pas reverser les 40% qu'il a déduits. Il va limiter à sa clause de valeur à neuf. Donc en l'occurrence, il va reverser 33%. Donc ce qui fait qu'au total, j'aurai 300 000 euros au premier règlement, 165 000 euros, 33% de 500 000 euros, 465 000 sur un préjudice de 500 000 euros. J'ai indiqué qu'il ne manque que 35 000 euros pour le financement des travaux, ce qui est quand même pas rien. Et je pose la question, alors à votre avis, limitation ou pas limitation? Oui, je rappelle que je suis parti d'un tableau où l'assureur a indiqué que les bâtiments étaient garantis sans limitation de somme. La démonstration n'est pas terminée. Je vous ai dit que dans les conditions générales, l'assureur indiquait également que tant que les travaux de reconstruction n'étaient pas terminés, etc., il vous règle déjà dans un premier temps sur la valeur économique du bâtiment. Alors qu'est-ce que c'est que cette valeur économique du bâtiment? C'est la valeur de vente du bâtiment avant sinistre, diminuée de la valeur du terrain nu. Deuxième exemple. Là, cette fois-ci, j'ai pris le cas d'un bâtiment en copropriété entièrement détruit suite à une explosion. Bon, c'est pas drôle, mais c'est des choses malheureusement qui arrivent. J'ai pris un contrat multirisque immeuble, donc avec cette clause de valeur à neuf limitée à 33%, qu'on retrouve dans la majorité des contrats, et avec un assureur comme celui dont je viens de parler, qui a également mis une clause de valeur économique. J'ai mis une valeur économique du bâtiment à 4 millions d'euros avant sinistre, donc ça c'est la valeur marchande du bâtiment. La valeur de reconstruction, l'expert l'a chiffrée à 7 millions d'euros, c'est le budget dont j'ai besoin pour reconstruire mon immeuble. Et la valeur d'usage, vétusté déduite, c'est-à-dire l'expert dit, vu l'état du bâtiment, je vais mettre une vétusté réelle à 40%. Donc il va prendre effectivement la valeur de reconstruction, moins la vétusté réelle, 2 800 000 euros. Premier règlement, 4 200 000 euros. Mais comme la valeur d'usage est supérieure à la valeur économique, là j'arrive à une valeur d'usage à 4 200 000 euros sur une valeur économique à 4 millions, l'assureur ne va pas régler 4 200 000, il va régler 4 millions. Premier règlement. Et ensuite, effectivement, sur présentation des factures, dans un délai de 2 ans, alors c'est 2 ans, soit à compter de la date du sinistre, soit à compter du règlement de l'indemnité immédiate, tout ça dépend des contrats, l'assureur il ne va pas vous reverser les 3 millions d'euros qui vous manquent. Il va vous faire 33% de 7 millions d'euros, donc il vous reverse votre clause de valeur à neuf,
puisque la vétusté réelle est à 40%, donc supérieure à la clause. Lui, son engagement, c'est 33% maxi. Donc ça veut dire qu'il va vous reverser 2 310 000 euros. Donc total de l'indemnisation, 4 millions plus 2 310 000 euros. On arrive à 6 310 000 sur un préjudice de 7 millions. Ben là, il me manque quand même 690 000 euros pour un financement pour la remise en état du bâtiment. Alors limitation ou pas limitation? On ne peut pas écrire dans un contrat d'assurance. Moi, je trouve que c'est d'une malhonnêteté terrible. Hein. Quand on met montant illimité, enfin sans... Je ne sais plus comment il avait libellé, tiens, je m'en souviens même plus. Sans limitation. Alors... Et pardon, et je termine juste avec ma cerise sur le gâteau, j'y tiens absolument. Vous y tenez en plus. Oui. Parce qu'il y en a une. Voilà. Alors la cerise sur le gâteau, le pompon sur la Garonne, vous appelez ça comme vous voulez, c'est qu'il n'y a aucune mention de limitation contractuelle d'indemnité. Alors que, vu la façon dont le contrat est ficelé, je suis sûr qu'à quelque part, il y a une limitation contractuelle d'indemnité. Alors, je ne l'ai pas trouvé dans tous les documents contractuels qui ont été communiqués. Alors, je me dis, est-ce que l'assureur a renoncé à la LCI? Quand un assureur renonce à sa LCI, ça arrive de temps en temps, qu'on ait des contrats multi-risques immeubles, mais l'assureur le mentionne. La compagnie d'assurance renonce à la LCI. Là, j'ai rien de mentionné, donc il y en a certainement une. Où est-elle? Le montant doit être confidentiel, hein, c'est ce que j'en ai déduit. Alors après ce long exposé qui a priori a laissé les gens, la plupart des personnes, encore en coma cynique. Mais comment dire? Alors Monsieur Vogt, vous dans vos contrats, c'est quoi la pratique en matière d'LCI? La pratique chez nous, c'est d'indiquer à l'assureur la LCI qu'on veut mettre dans le contrat. Alors pour mettre une LCI dans le contrat, je fais appel à un expert parisien avec lequel j'ai l'habitude de traiter mes dossiers sinistres. Lui connaît bien le marché parisien, il connaît bien le marché de la province, donc il est en capacité de pouvoir me donner une fourchette pour que je puisse l'indiquer aux souscripteurs en compagnie. Les souscripteurs en compagnie, généralement, suivent les recommandations qu'on leur donne. Effectivement, par rapport à l'exemple qui vient d'être donné, je connais, nous, dans nos contrats d'assurance que l'on commercialise, nous avons, d'une façon systématique, dans les conditions particulières, la mention du montant de notre limitation contractuelle d'indemnité. Qui s'élève ? Ça dépend du contrat, ça dépend de la copropriété. Je suis incapable de vous dire, brûle pour point comme ça, quel est le montant d'une LCI, d'une copropriété. La plupart du temps, c'est 19,9, mais ça dépend des immeubles. On a des immeubles qui sont dans Paris et qui présentent une petite surface et pour lesquels on a des LCI qui sont supérieurs à 19 millions. Alors, Monsieur Vogt et Madame Mine, j'en profite parce qu'on a souvent la bonne idée de sous-estimer les mètres carrés habitables pour essayer de gagner dans le contrat d'assurance. Est-ce que c'est une bonne idée ? Non, c'est une mauvaise idée. De toute façon, aujourd'hui, on a des moyens pour vérifier les surfaces. Il suffit d'aller sur Géoportail ou cadastre.gouv et on est en capacité, à quelques mètres carrés près, de trouver la bonne surface. Ensuite, il peut y avoir une erreur. Alors, la tolérance des conditions générales des compagnies traditionnelles, c'est 10%. En fonction des intercalaires courtiers, on a une clause de reconnaissance de risque, ce qui fait qu'en fait, la surface ne devient plus un problème. Accessoirement, je me suis un petit peu fâché avec un syndic d'un gros groupe dont la première lettre commence par F. Et la dernière par A. C'est A. Et j'assurais une copropriété, mais pas grâce à lui, grâce plutôt à un président d'un conseil syndical. Et je lui dis, dans la présentation de mon dossier, que la surface que je trouve n'est pas du tout la même que celle qui est indiquée à son contrat. Et qu'il devrait, à mon point de vue, parce que ces gens-là savent tout, et ils sont facilement contrariables aussi. C'est une remarque. Hein. Et je lui dis, comme l'échéance principale du contrat est dans 9 mois, je pense qu'il serait de bon ton de prévenir l'assureur que vous avez une différence de 1700 mètres carrés. Et le type me répond, on s'en fout, on a une clause de reconnaissance de risque. Je fais oui, mais là vous avez un projet d'assurance qui modifie la surface. Et là, votre clause de reconnaissance de risque, elle tombe. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes au courant qu'il y a un problème dans le calcul de la surface.
et je suis parti. Et vous avez eu le contrat après derrière? Ah, j'ai eu le contrat après, mais la modification n'a pas été faite. Okay. Donc le risque au niveau de la SCI, c'est quoi? S'il y a destruction totale? Ah bah là, s'il y a une destruction de l'immeuble et qu'il y a forcément une différence en pourcentage de la surface, la compagnie d'assurance appliquera une règle proportionnelle. Tout simplement. Bon, mais c'est pas grave. Ouais, jusqu'à 10%. C'est sur les copropriétaires qui paient, c'est pas le syndic. Donc c'est intéressant quand même de vérifier. Enfin, c'est des éléments basique, mais vérifier qu'on a bien déclaré la bonne surface. Je vérifie, enfin on vérifie d'une façon systématique toutes les surfaces, qu'elles soient petites, grandes, nous les vérifions. Il n'y a aucun intérêt à ne pas déclarer la bonne surface, il n'y a que des problèmes à gagner. Ok. Alors continuons dans la visite du contrat d'assurance. Et cette fois-ci, on va se focaliser sur un autre point qui est aussi mal connu par les usagers, c'est la garantie optionnelle. Extension de garantie. J'en ai parlé de celle-là. Avec les Q, j'en ai parlé. Donc on peut laisser, on peut avancer. Alors les garanties annexes pécuniaires, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, dans les contrats d'assurance, en plus de ce qu'on appelle les dommages matériels directs, c'est-à-dire la couverture du bâtiment, la couverture du contenu, vous avez également, souvent garantie par garantie, ce qu'on appelle les dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels. Dans les contrats, les assureurs mettent perte pécuniaire, garantie annexe, c'est la même chose. Hein. C'est juste l'appellation. Expliquez-nous. Alors dedans, vous allez retrouver les frais de démolition des blés, vous allez trouver les pertes de loyer, vous allez trouver les honoraires d'experts, pour ceux qui le font, vous allez trouver les frais de mise en conformité. Voilà, toutes ces garanties qui sont liées effectivement à un préjudice. À partir du moment où ils sont justifiés, ils sont indemnisés au titre du contrat. On précise généralement que le montant des frais réels est réglé dans beaucoup de contrats avec un maximum de pourcentage de l'indemnité versée pour les biens immobiliers. Donc j'ai mis un petit tableau parce que c'est intéressant aussi à première lecture. Quand on regarde ce tableau, vous avez effectivement frais consécutifs et vous avez toute une liste, la liste à la Prévert. Il ne manque plus qu'un petit raton laveur à la fin où l'assureur vous dit « Moi, je vous garantis les frais honoraires d'expert, les frais honoraires d'architecte, les frais de mise en conformité sur frais réels avec un maximum de 500 000 euros, les frais de gardiennage avec un maximum de 38 000, frais conservatoires, frais de déplacement, branchement provisoire, les frais de recharge, la taxe d'équipement, les frais de démolition des blés, les frais d'élagage d'arbres, la perte de liquide, et également il prend en charge l'assurance construction si elle est nécessaire à souscrire dans le cadre de travaux de remise en état à la suite d'un sinistre. On se dit, qu'est-ce qu'ils sont beaux ces capitaux assurés, mais quand vous regardez juste en dessous, il y a un petit en dessous, où on vous dit par contre que l'indemnité au titre des frais consécutifs, donc tout ce qu'on vient de lire là avec des capitaux absolument extraordinaires, l'indemnité au titre des frais consécutifs ci-après ne pourra excéder 30% du montant de l'indemnité réglée au titre des biens immobiliers. Voilà, donc c'est pas le montant, en fin de compte, quand on met sur frais réels, c'est pas complètement sur frais réels, parce que si c'est 30% du montant des dommages matériels, ça veut dire qu'il va y avoir bien évidemment une réduction à due concurrence de 30% sur l'ensemble de ces postes qui rentrent dans les frais, dans les frais 1, 2, 3, je vais le dire, dans les frais consécutifs. Donc il faut regarder non seulement le tableau, n'hésitez pas à regarder, alors même si aujourd'hui, je me dis franchement, depuis le temps qu'on dit aux assureurs d'arrêter de mettre leurs limitations ou toutes les petites spécificités en petits caractères, machin, là, c'est franchement en petits caractères, ça va, c'est un peu grossi par rapport à l'original, mais je peux vous assurer qu'il faut vraiment aller voir au fond, à la fin du tableau, et il faut vraiment tout lire pour être certain, est-ce que c'est vraiment ces capitaux-là auxquels j'aurai droit, ou est-ce qu'il y aura une réduction? Et là, en l'occurrence, effectivement, il va y avoir une réduction proportionnelle au montant des dommages matériels. Donc, quand on met frais réels, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas des frais réels. Bon, quand on règle sur frais réels, on règle sur le montant de la facture, basta. Alors, Madame Mine, Monsieur Vogt, une question qui aussi intéresse les conseils syndicaux, surtout. Les contrats d'assurance prévoient aussi la prise en charge des honoraires de syndic en cas de sinistre. Donc, ces honoraires de syndic sont prévus dans les contrats multirisques, ils sont plafonnés. Est-ce que le syndic, à partir du moment où c'est pris en charge dans le cadre du contrat d'assurance, il peut refacturer la copropriété en parallèle? Qu'est-ce que vous voyez, vous, en matière, j'ai envie de vous dire, pour les honoraires du syndic et aussi pour les honoraires d'architecte, lorsqu'il y a nécessité de faire appel à un architecte suite à un sinistre? Comment ça se présente, ça? Bon, là, on est sur deux paragraphes différents. Les honoraires d'architecte sont automatiquement pris en charge
au titre des frais consécutifs. Donc ça, c'est pas le sujet. Donc pas à prendre en charge par le syndicat alors. Non, c'est pas à prendre en charge par le syndicat, c'est payé par l'assureur. Intéressant. Oui. Ensuite, au niveau des honoraires de syndic, moi, mes intercalaires prévoient effectivement le paiement des honoraires du syndic pour le cas où... Un sinistre. Non. Il a perdu le contrat. C'est pour me remercier. Il a perdu le contrat. D'avoir été discret sur le nom tout à l'heure. Effectivement, c'était eux. Donc, pour rebondir sur les honoraires... Parce que juste pour que vous sachiez, quand même, on est enregistré en live. Hein. Ça m'est complètement égal, j'assume ce que je dis. Voilà. Alors là, j'ai aucun problème avec ça. Donc, pour revenir à la garantie des honoraires du syndic de copropriété, nos intercalaires prévoient effectivement l'indemnisation du temps passé dans la gestion du dossier sinistre, à condition que le sinistre soit supérieur à 200 €. Et concernant les actes de la vie quotidienne de la gestion d'un dossier sinistre, nous ne les prenons pas en charge. C'est le temps passé, c'est-à-dire on a envoyé un collaborateur au commissariat de police pour déposer plainte à la suite d'un acte de vandalisme, il y a passé 3 heures, on prend en charge ce temps passé au commissariat. Le collaborateur a passé 2 heures, 3 heures avec l'expert au moment du sinistre. On prend également cette prestation en charge. Ensuite, quand nous sommes sur des dossiers importants, c'est l'expert qui établit le montant des honoraires de l'expert en fonction de ce qu'il lui présente. Il valide ou pas cette indemnisation-là. Alors, parlons de choses un peu croustillantes. Le chèque, il est fait au nom du syndicat, il est fait au nom du syndic. Non, on me demande de payer en espèces. Pour être plus sérieux. C'est des roubles. Oui. Ils apprécient pas. Oui. Non, c'est un chèque, c'est au nom du syndic. Ce sont ses honoraires. Donc c'est transparent pour le syndicat. C'est transparent pour le syndicat. C'est transparent pour le syndicat, oui. Mais ça passe dans la sinistralité du syndicat, alors que le syndic intervient en tant que mandataire, et normalement, ça serait le syndicat qui aurait dû rembourser. Ça s'additionne effectivement à la statistique sinistre, au coût du sinistre. Oui, effectivement, c'est pris en charge. Et pourquoi c'est pas payé au nom du syndicat, qui lui reverse ses honoraires au syndic ? Je pense que c'est plus facile pour eux, sans doute. Là, généralement, les règlements sont faits au nom du souscripteur du contrat. Oui. Comme le souscripteur, Oui. c'est le syndic, même si l'assuré, c'est le syndicat. Les règlements sont faits à l'ordre du syndic. Je voudrais juste préciser quelque chose également. Dans les contrats d'assurance, parmi les différents, la frais annexes, et on ne les a pas, mais on a également une autre garantie qui s'appelle perte indirecte dans beaucoup de contrats. Perte indirecte, ça peut être 5 ou 10% du montant des dommages matériels. Donc ça veut dire que ça fait une petite enveloppe budgétaire supplémentaire qui permet effectivement, s'il y a un problème sur un chiffrage de dommages, etc., ça permet certaines fois de compenser. Et quand c'est de façon forfaitaire, ça veut dire que vous n'avez pas à justifier de quoi que ce soit, c'est dû de fait dans le cadre du règlement du sinistre. Je précise juste que le syndic ne peut pas se servir sur ces pertes indirectes, comme certains tentent de le faire. En disant les pertes indirectes, c'est pour moi. Syndic de copropriété, non. Soit on lui paye ses honoraires, parce que c'est prévu dans le contrat, mais il ne peut certainement pas se servir sur les pertes indirectes qui sont réglées dans le cadre d'un sinistre. Les pertes indirectes, c'est pour le syndicat des copropriétaires. Ce n'est pas pour le syndic. Alors, Madame Mine, expert en assurance, Monsieur Vogt, courtier en assurance, une question simple. Est-ce que, selon vous, un président du conseil syndical peut directement interroger le courtier, peut directement interroger la compagnie d'assurance pour avoir la sinistralité de la copropriété, connaître les montants qui ont été déclarés et indemnisés, avoir l'intercalaire, avoir le contrat. Quel est votre avis sur la question ? Moi, la réponse est oui. Ça marche plus quand vous avez dit oui. Bravo. Voilà. Ma réponse est oui. Je rappelle, je l'ai dit tout à l'heure, hein, le souscripteur, c'est le syndic. Mais le syndic, il agit parce que ça fait partie de sa mission et qu'il a une obligation, c'est de trouver un assureur pour au moins garantir la responsabilité civile du syndicat des copropriétaires, qui est une assurance obligatoire. Donc il fait une démarche dans ce sens-là. Et généralement, le courtier ou l'agent auprès duquel il va se présenter va lui vendre un contrat multirisque immeuble. Effectivement, il a la qualité de souscripteur. Ceux qui bénéficient du contrat d'assurance, c'est le syndicat des copropriétaires. Ceux qui payent la cotisation, ce sont les syndicats. Donc vous avez droit à avoir toutes les informations. Et quand le syndic fait de la rétention d'informations
comme ça se passe très souvent avec des syndics professionnels qui ne veulent pas communiquer, tout est un peu réglé, on ne sait pas comment, il fait écran de fumée entre le syndicat et l'assureur. Ben, vous faites un courrier à l'assureur ou au courtier et vous lui dites voilà, en l'absence de documents ou d'informations communiquées par mon syndic, on demande d'abord au syndic, hein, si le syndic ne fait rien, on va voir l'assureur, on dit voilà, en tant qu'assuré au titre du contrat, nous exigeons d'avoir la production de tel ou tel document. Ok, donc si on devait faire un premier résumé de cette première étape, en définitive, lorsqu'on a deux contrats d'assurance avec un même montant de prime, ça ne veut pas forcément dire grand-chose si derrière on ne regarde pas en détail ce que ça comprend, ce que ça ne comprend pas. Donc en fait, de dire j'ai réussi à avoir un contrat d'assurance 10% moins cher, peut-être que c'est 10% moins cher pour avoir 40% de garantie en moins. C'est ça. C'est ça. Le but de l'opération, quand on remet son contrat sur le marché de l'assurance, c'est effectivement, dans un premier temps, j'aurais tendance à dire qu'il faut étudier la police et déterminer les besoins de la copropriété, si on est bien en adéquation avec la réalité. Il n'y a pas très longtemps, j'ai eu à chiffrer une copropriété qui était inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Donc il y a un sujet sur ce qui est inventorié aux monuments historiques. Et donc il fallait qu'on ait une valeur sur la façade qui faisait l'objet de ce classement-là. Et le classement en question, le syndic, je lui ai dit, et je lui ai posé plusieurs fois la question, pouvez-vous me donner des informations sur les capitaux à garantir? Il était incapable de me donner quoi que ce soit. Et au bout d'un moment, je lui dis, mais vous êtes au courant quand même que dans votre copropriété, vous avez la façade qui est inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et que ça n'apparaît pas sur les conditions particulières. En termes CAIR, on est sur de la valeur à neuf. Et à la fin, on fait comment pour payer cette façade si on a une explosion? Parce que là, on va être limité en capitaux. Et là, le syndic ne comprenait pas les questions que je lui posais parce que ce n'était pas clair pour lui, parce qu'il ne comprenait pas qu'il y avait des clauses particulières à mettre au contrat. Ben si, il y a une façade qui est un peu particulière. Et donc là, il faut effectivement la couvrir de façon très spécifique. Ok. Donc, après cette première partie, on va rentrer un peu plus dans les conventions entre compagnies d'assurance. Alors, peut-être, Madame Mine, pouvez-vous nous expliquer un peu les dessous du milieu de l'assurance en matière, on parle de convention IRSI, convention CIDRE. Donc, elle est morte, celle-ci. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de convention? Qu'est-ce que ça gère, en fait? Juste un petit retour en arrière. Quand on est dans un immeuble en copropriété, on dit que celui qui assure l'immeuble, c'est-à-dire l'assureur multirisque immeuble, garantit les parties communes, bien évidemment, mais également les parties immobilières privatives. Quand on est des particuliers, copropriétaires occupants, non occupants, on va souscrire un contrat à titre personnel, contrat MRH quand je suis copropriétaire occupant, contrat PNO quand je suis copropriétaire non occupant. Ça veut dire qu'on est de base, et on a été pendant des années, à régler les sinistres dans les copropriétés dans le cadre de ce qu'on appelle les assurances cumulatives de dommages. Ça veut dire que chaque assureur contribuait en fonction des dispositions de son contrat au règlement d'une indemnité. Alors l'assureur de risque immeuble, comme il garantit les parties communes, il réglait les parties communes. Mais ensuite, il allait voir les assureurs de risque de particuliers, puisque dans les contrats d'assurance, les assureurs de risque de particuliers garantissent non seulement les parties privatives, mais également les quotes-parts dans les parties communes. Donc chacun allait... Donc on faisait des tableaux sans fin, des règles de 3. Enfin, c'était catastrophique au niveau du règlement, on passait un temps de folie. Et du coup, les assureurs ont dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un système pour déroger au principe des assurances cumulatives qui sont particulièrement compliquées dans la mise en place, enfin, au moment du règlement. Et on a donc commencé à rédiger des textes conventionnels. Et ces textes conventionnels permettent effectivement de déterminer, on sait si on est dans le cadre de la convention IRSI, dans le cadre de la convention CITCOP, dans le cadre d'une autre convention qui s'appelle la CITPIEC, qui s'applique aussi dans les immeubles en copropriété, qui est l'assureur qui va prendre quoi en charge. Donc on a quelque chose de prédéterminé. Donc ça permet effectivement, alors déjà d'avoir une gestion beaucoup plus rapide, des règlements qui vont être faits de façon beaucoup plus rapide également aux assurés, et d'avoir d'une façon générale, et notamment à travers la convention IRSI, qui est celle qui va s'appliquer le plus souvent, puisqu'on l'applique en dégâts des eaux sur des montants jusqu'à 5 000 €, donc c'est l'essentiel des sinistres dégâts des eaux dans un immeuble, qui vont permettre également pour l'assuré de bénéficier de conditions d'indemnisation beaucoup plus intéressantes que les conditions d'indemnisation de son contrat, puisque dans cette convention, il y a quand même un élément important qui dit à l'assureur, assureur des locaux privatifs,
vous êtes réputé garantir en valeur à neuf et en vraie valeur à neuf les embellissements et les parties immobilières privatives, c'est-à-dire sans application d'aucune vétusté, quel que soit le taux de vétusté et l'ancienneté des biens. Et on dit la même chose à l'assureur des locaux communs, donc l'assureur de l'immeuble. Il est réputé garantir également en valeur à neuf et en vraie valeur à neuf les dommages dans les parties communes sans application d'aucune vétusté, etc. Donc au final, ça veut dire qu'on a des indemnisations qui sont vraiment intéressantes et qui permettent à l'assuré, qu'il soit un particulier ou un syndicat des copropriétaires, d'avoir une indemnité qui va lui permettre de refaire une remise en état sans avoir besoin d'aller chercher un financement ailleurs, parce qu'il aura vraiment la totalité de son préjudice. Toujours la même chose quand l'assureur applique correctement les dispositions de la Convention, ce qui n'est pas toujours le cas. Ça, c'est un autre débat. Voilà. Donc ça permet effectivement d'aller beaucoup plus vite et d'avoir des règlements rapides au titre de ces conventions. Alors concrètement, un propriétaire, son logement, il y a un dégât des eaux qui produit un préjudice pour le syndicat des copropriétaires. C'est quelle compagnie qui paye l'indemnité? On détermine local par local sinistré qui est l'assureur gestionnaire. Généralement, l'assureur gestionnaire, c'est l'assureur de l'occupant. Et pour l'immeuble, c'est bien évidemment l'assureur de l'immeuble. Donc s'il y a des dommages dans les parties communes, l'assureur gestionnaire, ça sera l'assureur de l'immeuble. Tant que les dommages seront inférieurs à 1 600 €, l'assureur de l'immeuble réglera la totalité des dommages avec renonciation à recours. Et à partir du moment où les dommages relèvent de ce qu'on appelle la tranche 2 de la Convention RC, c'est-à-dire au-delà de 1 600 € jusqu'à 5 000 €, là, les dommages sont pris en charge toujours par l'assureur de l'immeuble et ensuite il peut aller faire un recours, par contre, auprès de l'assureur du responsable. En tranche 1, pas de recours, donc jusqu'à 1 600 €, pas de recours. En tranche 2, recours. Je rappelle juste, mais ça me paraît important, que les conventions, quelles que soient les conventions, sont inopposables aux assurés, aux tiers et aux victimes. Donc on a le droit de refuser l'application d'une convention. Donc pour la faire courte, la compagnie d'assurance va être amenée à indemniser un sinistre pour lequel son client n'est pas responsable. C'est bien ça? C'était déjà le cas de la convention CID. Ouais. On n'a pas changé les règles. Donc voilà. Monsieur Vogt, voir, qu'est-ce que vous pensez de cette convention IRSI, novation, arnaque à l'étalage? Pour nous, ça a simplifié. Nous, Français moyens, on a du mal à comprendre que c'est la victime qui paye. Donc c'est quoi l'histoire derrière tout ça? Il n'y a pas d'histoire. En fait, si on devait appliquer le droit, on devrait théoriquement aller chercher l'indemnité auprès du responsable du sinistre. Sauf que pour une question sans doute de facilité de gestion, on a mis en place des conventions. Globalement, la convention IRSI, moi je m'en satisfais. Aujourd'hui, il existe malgré tout des compagnies d'assurance qui n'appliquent pas les conventions. Juste pour que je sois clair, pourquoi vous vous êtes satisfait que c'est le lésé qui paye? Parce qu'il est bien payé. Non, mais on est là pour comprendre. Le lésé. Non, mais pourquoi c'est le lésé paye? Enfin, l'assureur de celui qui subit le dommage indemnise son assuré. Donc c'est vrai qu'en fin de compte, c'est l'assureur du lésé, celui qui subit, qui paye à due concurrence de 1 600 €. Mais au final, comme il est bien payé, je serais tenté de dire, il n'a rien à dire. Enfin, il ne peut pas se plaindre du règlement. Oui, mais au niveau de la sinistralité, elle est entachée de la prise en charge. Parce que il y a quand même... Alors, je finis juste. Non, elle n'est pas entachée, dans le sens où l'assureur a dit, moi je veux bien... J'aime bien parce qu'ils ne sont pas d'accord entre eux. Donc moi je veux bien faire de la renonciation. Je veux bien faire de la renonciation à recours. En tranche 1 jusqu'à 1 600 €, mais uniquement si mon assuré est victime une fois. C'est-à-dire que dans ce qu'on appelle dans le cas des sinistres répétitifs, c'est-à-dire si son assuré subit un deuxième sinistre avec ce qu'on appelle le même auteur au sens du barème conventionnel, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais globalement, il y avait une cause immeuble, le copropriétaire se reprend une deuxième cause immeuble dans un délai de 2 ans maximum. Là, l'assureur dit, malgré que je sois en tranche 1, j'irai faire un recours. Donc, c'est pas la renonciation à recours, c'est pas du systématique. Mais c'est vrai que sur les procédures de règlement, c'est extrêmement rapide pour l'assuré. Il obtient son indemnisation rapidement. Et en plus, la Convention, elle a dit aux assureurs, vous ne pourrez jamais opposer vos franchises, vos règles proportionnelles de primes, vos conditions et limitations de garantie. Donc ça veut dire que le fait d'être réglé dans le cadre de la Convention RC favorise pour l'assuré un règlement non seulement rapide, mais également beaucoup plus intéressant que ce qu'il aurait si on raisonnait en pur droit commun ou au titre de son contrat. Voilà. À vous, monsieur Vogt, vous courtier, quelle est votre analyse là, de cette convention IRSI?
Mon analyse, c'est que sur le terrain, moi je rencontre les gens au quotidien, et les gens au quotidien me disent c'est quand même une convention qui n'est pas favorable à la copropriété. Il faut juste savoir une chose, c'est que 2 dossiers sur 3, c'est l'assureur de la copropriété qui le paie. Donc évidemment, les gens râlent, et ils ont raison, ils entretiennent leur patrimoine, ils entretiennent la copropriété, ils font tout ce qu'il faut pour ne pas avoir de problème, et en réalité, ils sont pénalisés juste par un problème de convention. Donc c'est problématique à mon point de vue. Alors, est-ce qu'il y a des compagnies qui ne sont pas conventionnées? Est-ce que vous les conseillez? Madame Mine, Monsieur Vogt, allez, on vous écoute. C'est le moment ou jamais là, de dégainer. Là. Il faut y aller. Oui. Il faut y aller, là, il faut tirer. Alors, il existe à la marge quelques compagnies d'assurance qui, effectivement, ne sont pas signataires des conventions. J'utilise ce type de contrat uniquement dans des immeubles où la statistique sinistre est juste catastrophique. Il faut absolument qu'on revienne dans des standards traditionnels pour qu'on puisse représenter plus tard le dossier dans une compagnie traditionnelle. Mais la seule façon de pouvoir remettre en ordre de bataille la statistique sinistre de façon favorable, c'est effectivement de franchir le pas, de prendre une compagnie d'assurance qui n'est pas signataire des conventions. C'est-à-dire qu'en fait, on fera le recours contre l'auteur responsable du sinistre. C'est du droit commun, voilà. Mais bon, voilà, c'est une autre philosophie de travail. Oui, mais ça veut dire qu'en attendant le recours, le syndicat des copropriétaires ne sera indemnisé qu'au titre de son contrat. Pour peu que sur le contrat, et notamment en dégâts des eaux, il y a une franchise, comme on voit assez régulièrement, à 3 000 ou 5 000 euros. Donc soit il n'aura rien, et s'il n'a rien, l'assureur va lui dire votre dommage est inférieur à la franchise, donc je n'interviens pas, et dans la mesure où je n'interviens pas, je ne fais pas votre recours. Donc ça veut dire que c'est le syndicat des copropriétaires qui va aller se faire son recours tout seul comme un grand auprès de l'assureur du responsable. Et s'il y a une franchise, l'assureur va lui dire vous avez un préjudice, admettons, à 8 000 euros, et vous avez une franchise à 5 000, je ne vous règle que 3 000, et il faudra que le syndicat des copropriétaires attende que le recours en droit commun ait abouti auprès de l'assureur du responsable. Pour peu qu'en face, on ait un assureur qui traîne un peu des pieds sur les recours qu'il subit, les 5 000 euros, on peut les attendre un certain temps. Ok, donc peut-être dans le cadre d'échanges avec le public, on peut revenir sur cette question-là. Puisque le temps tourne, Monsieur Vogt, vous êtes, courtier en assurance. Expliquez-nous rapidement qu'est-ce que c'est qu'un courtier en assurance, qu'est-ce que c'est que l'avantage du courtier en assurance, ou l'inconvénient d'ailleurs, par rapport à un agent général de la compagnie. Et après peut-être Madame Mine, si vous aviez des conseils à nous donner en mise en concurrence, lorsque vous parlez à des conseillers syndicaux bénévoles, quels seraient les conseils que vous pourrez nous donner, sachant que à la démonstration, c'est pas si simple que ça que d'analyser, de mettre en concurrence un contrat de syndic. Monsieur Vogt, déjà, agent général, courtier, c'est quoi la différence, comment on fait pour s'y retrouver? Pour avoir exercé le métier d'agent général d'assurance et aujourd'hui le métier de courtier d'assurance, je peux vous dire qu'il n'y a pas photo entre les deux. C'est-à-dire que je suis bien plus heureux en étant courtier d'assurance qu'agent général d'assurance. Pour une raison. Alors, c'est quoi? Parce qu'on ne sait pas c'est quoi. Il s'est passé quoi? Non, on ne sait pas c'est quoi un agent général par rapport à un agent général d'assurance, c'est un agent qui représente une compagnie X ou Y. Il a un mandat d'exclusivité et il travaille uniquement sur les produits qui lui sont imposés par la compagnie. Exemple AXA. C'est un agent général AXA. Voilà, c'est ça. Donc AXA, GAN, Allianz, peu importe. Le courtier d'assurance, lui, a discuté avec un certain nombre de compagnies d'assurance avec lesquelles il entend travailler. Nous, dans notre secteur d'activité, nous avons donc préparé des intercalaires d'assurance. Nous les avons négociés. Nous travaillons avec ces compagnies-là. À chaque fois que nous présentons un devis d'assurance, nous contactons toujours entre 3 et 5 compagnies. Et en fonction des appétences des compagnies, nous proposons aux clients 1, 2 ou 3 contrats, et c'est eux qui font le choix. Même si, in fine, le client nous dit « vous prendriez lequel ?», on oriente plus ou moins le choix, puisqu'on a parfois des préférences par rapport à une compagnie, par rapport au contrat qui a été négocié. L'idée, c'est que le syndicat des copropriétaires soit couvert convenablement et qu'il n'y ait pas de problème en cas de sinistre. C'est juste ça notre démarche. Le courtier est quand même beaucoup plus libre que l'agent. On n'a pas des inspecteurs tous les 4 matins qui passent au bureau pour nous dire voilà, il nous manque 5 complémentaires, il nous manque 3 voitures, il nous manque 2 garanties des accidents de la vie. Je veux dire, c'est des trucs,
c'est juste lunaire. Ce sont des gens qui sont payés cher pour faire des bâtons sur des pages blanches. Donc tous ces inspecteurs-là, en tant qu'agent général d'assurance, moi, ils me pompaient l'air. Ok. Alors, ceux qui disent, en fin de compte, vaut mieux faire appel à l'agent GAN, AXA, et ensuite on fera notre choix, et ne pas passer par un courtier, parce qu'un courtier, il prend sa marge. Qu'est-ce qu'on dit ? La rémunération est exactement la même. La rémunération est exactement la même. C'est un pourcentage par rapport à la prime nette. Alors, à la marge, parfois, par rapport à des études qui sont faites, qui nous prennent du temps, qui sont chronophages, effectivement, je prends 50 € de frais de dossier. Voilà. Je ne suis pas forcément le plus cher sur la place de Paris. Je valide. Madame Mine, il nous reste 5 minutes avant de passer la parole au public. Alors, après nous avoir assommés d'informations, comment concrètement, nous, pauvres gens du peuple, on peut valablement mettre en concurrence un contrat de syndic. Alors, je vous rappelle quand même que Madame Mine est référente chez nous. Elle assure des permanences, je dirais dans le cadre de l'adhésion, je n'aime pas dire gratuit parce que tout se paye. Donc, dans le cadre de l'adhésion, il y a des permanences qui sont offertes, entre guillemets, aux adhérents, que vous pouvez la solliciter si vous avez des contrats à analyser ou à mettre en concurrence. De deux, elle nous a écrit pas mal de guides sur différents thèmes liés à l'assurance, qui est en librairie, que vous pourrez récupérer sur différents thèmes, la responsabilité du syndic, etc., et la responsabilité du syndicat, etc. Voilà. Donc, Madame Mine, si on ne vous a pas dans notre vie, comment on gère une analyse du contrat d'assurance, et on réalise une mise en concurrence? Alors, je pense déjà que Monsieur Vogt a dit pas mal de choses importantes. Effectivement, le courtier va orienter le syndic, normalement, professionnel ou bénévole, vers le contrat qui lui paraît le plus adapté à la copropriété. Donc, je pense qu'il faut faire confiance de base à son assureur. Après, dans le temps, on voit si la confiance est méritée. Mais déjà, de base, je rigole, on fait confiance à son assureur. Il y a une chose qui est indispensable. Moi, je sais que quand on me soumet des différents contrats, généralement, les personnes viennent me voir uniquement avec les propositions d'assurance sur lesquelles j'ai le montant de la cotisation. Moi, un montant de cotisation, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a quelque temps, j'avais vu 2 contrats. Il y en avait un qui était à 6 000 €, l'autre à 9 000 €. Je connaissais les 2 sociétés d'assurance. Je connais les contrats, ils sont quasi identiques. Comment on peut expliquer une différence de 3 000 €? Des fois, ça ne s'explique pas. Il faut aller voir déjà le contenu des garanties. Donc, la chose qui est indispensable, c'est vraiment d'avoir le tableau des garanties pour voir effectivement qu'est-ce que l'assureur propose en termes de couverture, en termes de garantie. Est-ce que le montant de la cotisation est bas parce qu'il a mis beaucoup de franchises, il a mis des franchises un peu sur toutes les garanties. Voilà, ça c'est des indicateurs qu'on a en face de soi, un assureur qui n'a pas trop envie de s'engager. En tout cas, il met une réserve en se disant, moi, je n'interviendrai qu'au-delà d'un certain montant, et jusqu'à par exemple 3 000, 5 000, 10 000 €, je n'interviendrai pas, je mets une franchise. Voilà, c'est tous ces éléments-là, les éléments... Après la lecture, alors on ne l'a pas toujours au début, mais c'est intéressant d'avoir, on parlait de l'intercalaire, quand on l'a, c'est bien, ou au moins avoir les conditions générales. Alors on a la chance aujourd'hui d'avoir beaucoup d'assureurs qui mettent leurs conditions générales en ligne. Donc si vous ne les avez pas, vous pouvez au moins aller les regarder en ligne et avoir déjà une idée de qu'est-ce que l'assureur garantit. Est-ce qu'il y a beaucoup d'exclusions? Quand vous ouvrez des conditions générales et que vous voyez que la liste des exclusions de garantie représente 2 fois, voire 3 fois ce qui garantit, vous refermez les conditions générales et vous essayez de trouver un autre assureur. Voilà, on est vraiment dans les temps. Une petite quinzaine de minutes. Questions publiques. La place est priorité au micro. Madame Mine, elle est chez nous, à l'Arc. Vous pouvez prendre rendez-vous directement auprès de Madame Mine. Et Monsieur Vogt, il a son cabinet Vogt, et il a aussi un stand, et il est aussi référent chez nous. Oui, bonjour. Une fois, j'avais eu le culot, comme conseiller syndical, de demander la sinistralité sur les 3 dernières années. Après, j'avais fait un calcul Excel sophistiqué et je m'étais rendu compte que les primes des années successives avaient augmenté plus vite, même en dehors de l'effet de l'indice FFB. Et j'en suis arrivé à me demander la chose suivante. Les très grosses boîtes sont leur auto-assureur, sauf pour des catastrophes monstrueuses. Alors j'en arrive à me demander si on ne devrait pas prendre une multirisque, ne jamais rien déclarer, sauf le jour où l'immeuble explose. Parce que là, au moins, on aura la prime minimale en termes de sinistralité, on aura la couverture, certes, avec tous les points sur lesquels vous avez alerté.
qui jouera le jour où vraiment on a besoin de récupérer une brique. Mais ce n'est pas la peine de repayer dans les 2 années qui viennent les maigres indemnités qu'on a perçues pour des petits sinistres. D'où effectivement ce qu'on disait, hein, éviter les petits sinistres ou les sinistres afférés à la franchise. Même les petits sinistres, certaines fois, il est peut-être préférable de les financer en interne et ne pas les déclarer. Surtout quand on est sur du répétitif. Et que vous êtes uniquement... C'est surtout ça, hein, dès lors que vous êtes qu'au titre de votre contrat, c'est-à-dire une installation collective qui occasionne des dommages aux parties communes, si c'est des petits dommages, même un peu au-dessus de la franchise, ne les déclarez pas. Parce que vous allez impacter votre contrat. Et malheureusement, je vais le dire comme ça, mais il y a des assureurs, ils attendent que ça. De se dire, bah là, j'ai une bonne raison maintenant d'augmenter la cotisation. Mais les assurances, c'est un peu comme la Française des Jeux. Hein. Le meilleur moyen de gagner, c'est de ne pas jouer. Hein. Oui. Oui, 2 questions. La première, le syndic a lui aussi une assurance. Le mien dit être assuré à la Lloyds. C'est vraiment très pompeux. Est-ce qu'on peut demander son contrat et est-ce que ça ne complète pas les indemnités par rapport aux assurances de l'immeuble? Attendez, première question. Deuxième question, beaucoup d'assurances maintenant font pression pour qu'on prenne leurs entreprises de réparation. Et est-ce que ça ne fausse pas le montant qu'on aurait dû avoir? Alors, d'accord. Alors, sur la première question... Qui est importante, hein, je résume. Hein. En fait, c'est l'assurance que le syndic professionnel doit souscrire pour assurer sa responsabilité civile. Comment elle joue et est-ce qu'elle a un rapport avec la multirisque immeuble de la copro? Bon, a priori, rien à voir. Mais voilà. Alors, le contrat, effectivement, pour pouvoir être, on va dire, syndic professionnel et avoir sa carte de syndic professionnel, il y a 2 obligations pour le syndic. La première, c'est d'avoir un contrat de RC professionnel. Et la deuxième, c'est d'avoir une garantie financière. Le contrat de RC, responsabilité civile professionnelle, ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez un syndic qui engage sa responsabilité parce qu'il a commis une négligence, une imprudence ou une faute dans la gestion de la copropriété, cette responsabilité peut être mise en cause alors aussi bien par le syndicat des copropriétaires que par un copropriétaire pris individuellement parce qu'il estime, lui, qu'il est seul à avoir subi un préjudice. Ce contrat ne garantit que la responsabilité civile du syndicat des copropriétaires. Alors non seulement vous devez l'avoir, mais c'est une obligation que le syndic indique, et normalement si vous avez un espace personnel, un intranet, il doit indiquer, il doit déposer les conditions générales et particulières de ce contrat de RC professionnel. Ah ben, il faut lui demander, il faut exiger la production de son contrat RC Pro. Peut-être, Monsieur Vogt, très rapidement, on a de plus en plus de syndics qui sont intermédiaires d'assurance ou qui sont courtiers en assurance. Ça veut dire quoi? Ça implique quoi? Ça s'appelle un conflit d'intérêts. Tout simplement. Pour être plus précis, on aime bien quand ça commence à se venir... la cerise, là, quand il y a la cerise sur le gâteau, on aime bien. Expliquez-nous un peu. Bah, en fait, là, il joue sur les 2 casquettes. Et justement, la question qui était venue hier sur... on avait préparé un PowerPoint et la question était... quel est la question, c'était le syndic qui est également courtier d'assurance. Moi, j'ai qu'une question à poser aux gens. Vous êtes satisfait de votre syndic? Bon, ben voilà, c'est tout. Vous avez la réponse sur la suite des événements. Donc, pourquoi vous seriez satisfaite de votre courtier d'assurance qui est aussi le syndic? Il faut qu'on m'explique. Parce que quand on a déjà du mal à faire convenablement son premier métier, comment on peut faire le deuxième convenablement? Je reviens un tout petit peu en arrière tout à l'heure. Je vous ai dit que j'avais commencé ma carrière comme agent général d'assurance. 28 ans. Ça a été très long. Et pendant ce laps de temps-là, les assureurs ont eu la bonne idée un jour de dire « Ah, mais il y a des points de synergie entre la banque et l'assureur. » J'ai fait un contrat de crédit dans toute ma carrière. Une catastrophe. On fait un métier, on le fait convenablement, mais on fait uniquement son métier. Aller faire le métier de l'autre, c'est juste pas possible. Voilà. Donc, je pense que... Déconseiller, quoi. Si je bien compris, c'est à déconseiller.
Bien sûr, les gens viennent de répondre majoritairement comme quoi ils n'étaient pas satisfaits de leur syndic. Comment ils vont être satisfaits de leur assureur qui va être aussi leur syndic, sachant que dans l'intercalaire que l'assureur va avoir négocié, il va avoir aussi négocié ses honoraires. Tout à l'heure, vous parliez des sinistres, mais là, c'est le chat qui se mord la queue, là, pour le coup, parce qu'en définitive, tous ces gens-là ne pourront jamais sortir de ce cabinet-là, précisément, simplement parce que le syndic va s'amuser à faire des déclarations de sinistres, à prendre des honoraires, qui va se payer d'ailleurs, et largement. Et puis derrière, on va avoir une statistique sinistre qui va tourner en boucle, qui sera juste catastrophique. Et après, on va nous demander, faites un miracle, parce que notre statistique sinistre, elle est lamentable. Je ne suis pas Mère Teresa. Je vous rappelle quand même, conformément à l'article 21 de 65, le code syndical, là, pour le coup, peut demander la sinistralité de la copropriété directement au syndic avec des pénalités à hauteur de 15 € par jour de retard. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument demander pour vérifier quel est l'état, je dirais, de sinistralité, de sinistre de votre copropriété en matière d'assurance. La parole au public, il reste 5 minutes. Oui, pardon. Au sein de notre copropriété, un président de conseil syndical qui est également courtier a déclaré le transfert de notre assurance immeuble à sa propre société, au mépris de toutes les démarches d'appel d'offres concurrentiels et de vote en AG. Quels sont les risques en cas de sinistre ? Outre le conflit d'intérêts, bien sûr. Alors concrètement, déjà, il faut savoir que vous avez un article 18 qui oblige le syndicat des copropriétaires à voter sur un contrat d'assurance. Ensuite, le contrat est souscrit. Donc la seule action que vous pouvez mener, c'est engager la responsabilité du coup civile du syndic en disant « Monsieur, vous avez souscrit un contrat en ne respectant pas l'obligation de le passer en assemblée générale, donc vous êtes en faute. » Et juste un petit complément là pour Émile par rapport à la question qui a été posée. Est-ce que Émile est d'accord avec ma réflexion ? Toujours, je suis d'accord. On pourrait attaquer ce président du conseil syndical parce qu'il n'a, au titre de la responsabilité, sa propre responsabilité en tant que membre du conseil syndical, parce qu'il n'a pas le droit de dépenser, enfin de souscrire il y a conflit d'intérêts pour lui. Alors, déjà, il faut savoir qu'il y a une notion de titulaire et de souscripteur. Là, à quoi qu'il arrive, c'est le syndic qui a souscrit le contrat, donc qui a résilié le contrat en place pour le souscrire auprès d'une autre compagnie. Cette compagnie qui s'avère être le président. Donc, effectivement, il y a de quoi alimenter la polémique et peut-être rechercher une responsabilité si on voit qu'il y a négligence ou il y a collusion ou qu'il y a conflit d'intérêts. Alors, donc, moi, j'avais une question qui n'a rien à voir. Moi, c'est très concret. Voilà. J'en ai marre. Chaque année, c'est des petites sommes, mais c'est toujours des petites sommes. Donc, le syndic commence par F et se termine par A. Donc, à chaque fois qu'il y a un tout petit sinistre, enfin un petit sinistre, genre un petit dégât des eaux, systématiquement, le syndic nous facture 200, 300 € au titre d'honoraires de suivi du sinistre. Et dans le contrat de syndic, il y a quelque part comme quoi il peut facturer des honoraires. Et ces honoraires-là, donc il le fait systématiquement. Il nous dit, regardez, le contrat de syndic dit qu'on peut vous facturer des honoraires de suivi de sinistre. Oui, mais c'est le point 7.2.4 du contrat type qui précise que le syndic peut facturer des sinistres dans la mesure où ces honoraires ne sont pas pris en charge par le contrat d'assurance. Donc là, de deux choses l'une, soit ce sont des sinistres avec un montant qui au-delà de la franchise, qui pourrait justifier une déclaration, et donc là, c'est pris en charge dans le contrat d'assurance, soit effectivement, c'est pas pris en charge dans le contrat d'assurance, et donc là, effectivement, il peut percevoir une rémunération. Mais encore une fois, je le répète que dans le point 7.2.4, il n'y a que 4 prestations qui peuvent faire l'objet d'une rémunération complémentaire et non 5. Donc il faut bien voir quels sont les motifs de la facturation pour vérifier si cela est une tâche qui rentre dans la gestion courante ou bien dans une mission exceptionnelle. Bonsoir. Attendez, place au micro. Là, voilà. Je suis là.
Bonsoir. On me dit que c'est la dernière question. Bonsoir. Toujours pour un syndicat de copropriétaires, mais très rapide. Ça va enchaîner parce que après nous avons apparemment des ateliers sur les améliorations énergétiques. Là, en l'occurrence, lorsqu'il y a des travaux, il y a des assurances complémentaires. Parce que là, les conditions, par contre, d'accident sont considérables. Quand il faut refaire des terrasses, il y a l'emploi, bien sûr, de gaz, il y a l'emploi de goudron, il y a l'emploi de matériaux énergétiques de protection qui, s'ils ne sont pas inflammables, peuvent dégrader en gaz et peuvent dégrader également la construction. Donc là, sur les travaux en cours, y compris les rambardes de sécurité, y compris les murs, etc. Donc, quelles sont les dispositions à prendre dans ces cas-là? En matière de travaux, le constructeur ou la société qui est en charge des travaux doit normalement avoir une garantie de RC décennale. Donc ça garantit effectivement les dommages dans le temps. Il doit également, et c'est préférable d'aller vérifier, qu'il a bien ce qu'on appelle une tout risque chantier qui va le garantir pour la totalité des dommages qu'il peut occasionner pendant la durée des travaux, que ce soit à votre immeuble ou aux immeubles voisins ou mitoyens. Et vous, de votre côté, syndicat des copropriétaires, souscrivez une garantie de dommages ouvrages également. je vous remercie pour votre attention. Comme je vous l'ai dit, Madame Mine est référente chez nous, donc si vous voulez prendre rendez-vous, vous pouvez prendre rendez-vous auprès de l'accueil. Monsieur Vogt est également, fait partie des entreprises référencées auprès de la coopérative technique. En tant que courtier, vous pouvez le solliciter. Vous avez des guides sur les assurances si vous êtes intéressé, donc on reprendra tout ce qui a été explicité de manière beaucoup plus précise. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous inviter à poser vos questions si vous le souhaitez ou à attendre la prochaine conférence sur tout ce qui concerne, je crois, la rénovation, c'est ça? La rénovation efficace de sa copropriété. Voilà, conférence à 16h. On peut les applaudir. Merci à vous, chers conférenciers.